On en parle? On parle de quoi? Mais peut-on en parler? Personne n'en parle? Si, nous, on en parle. Parlons ensemble. Donc, bienvenue à cette webconférence en partenariat avec Jean-François Fontenot, qui est chercheur à l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Donc, nous aborderons aujourd'hui le thème de l'immunothérapie. Et ça tombe bien parce que Jean-François Fontenot est un expert en la matière. Donc, pour vous rappeler, le principe, c'est qu'il y aura environ 30 à 40 minutes d'intervention et vous pourrez ensuite poser vos questions via le chat ou l'onglet questions-réponses. N'hésitez pas s'il y a une question qui vous vient durant la présentation, vous pouvez la poser, on la posera après. Et voilà, la webconférence est enregistrée et sera disponible ensuite sur notre chaîne YouTube. Voilà, donc je laisse la parole à Jean-François Fontenot. Bonjour. Alors, merci de m'avoir invité à ce webinaire pour vous parler de l'immunothérapie du cancer. Alors, moi, je suis chercheur, je ne suis pas médecin. Donc, je suis venu ici vous expliquer un petit peu comment ça marche et comment le système immunitaire peut reconnaître les cellules cancéreuses et les tuer. Alors, je travaille au Centre de recherche en cancérologie et immunologie Nantes-Angers. Alors, ça se trouve derrière le CHU à Nantes, près de la Loire, et je travaille dans ce grand bâtiment en verre où on est un centre de recherche dédié à la recherche sur différents cancers. Et moi, je travaille principalement sur le cancer du poumon, aussi le mésothéliome pleural malin, qui est le cancer de l'amiante, le cancer de la plèvre. Et je travaille aussi un peu sur le cancer de la peau. Et donc, je vais, pour me présenter, vous donner un petit peu mon parcours de chercheur, parce que toute ma carrière, j'ai travaillé sur l'immunothérapie du cancer. Alors, c'est essayer d'activer le système immunitaire contre les cellules cancéreuses pour que les globules blancs de notre système immunitaire tuent les cellules cancéreuses. Et j'ai tout d'abord étudié pendant ma thèse un certain type de lymphocytes T, de globules blancs qui s'appellent les lymphocytes T cytotoxiques et qui sont capables de tuer les cellules cancéreuses. Et après, je suis parti aux États-Unis étudier une cellule qui dirige en fait ces lymphocytes T anticancéreux. C'est un petit peu si on imagine que le système immunitaire c'est une armée, ben, les cellules dendritiques c'est un petit peu le général qui dit aux lymphocytes T s'il faut attaquer ou pas. Donc, je suis parti aux États-Unis pour étudier les cellules dendritiques pour apprendre à générer des meilleurs lymphocytes T anticancéreux. Et puis après, je suis revenu en France où j'ai étudié un autre type de lymphocytes T, les lymphocytes T CD4+. Et maintenant, j'étudie une autre forme d'immunothérapie dont je vous parlerai, qui est la virothérapie antitumorale. Alors, notre système, oui, très important, durant toute ma carrière, toutes ces recherches, elles ont obtenu le soutien de la Ligue contre le cancer et toutes les recherches qu'on peut faire à Nantes, on a un fort soutien de la Ligue contre le cancer nationale et des ligues contre le cancer départementales, sans qui nos recherches ne seraient pas possibles. Alors oui, je tiens aussi à signaler que je suis vendéen, je suis né à la Goubretière et toute ma carrière, après mes premières études à Nantes et ma carrière à Nantes n'aurait pas été possible sans la Ligue. Donc notre système immunitaire, il est composé de différents types de cellules qui viennent toutes
de ce qu'on appelle les cellules souches immunitaires qui sont logées dans la moelle osseuse. Et ces cellules souches, elles peuvent se transformer en différents types de cellules immunitaires. Il y a les neutrophiles dont je parlerai quasiment pas aujourd'hui. C'est un petit peu des cellules qui interviennent en première ligne quand il y a des virus, des microbes, elles permettent de contenir la progression des microbes, des virus. Avant l'intervention d'autres cellules immunitaires qui vont éliminer les virus. Il y a aussi les macrophages qui sont des cellules éboueurs. Elles se débarrassent des cellules qui meurent dans l'organisme. Quand il y a des cellules tuées par des virus, par exemple, les macrophages viennent se débarrasser de ce qui reste des cellules mortes et les éliminent. Il y a les cellules dendritiques, dont je vous ai parlé tout de suite. C'est un petit peu en même temps les sentinelles et les générales et le général de l'armée des lymphocytes. C'est un peu elles qui dirigent les lymphocytes qui sont ici, dont le plus connu est probablement le lymphocyte B, celui qui produit des anticorps qui sont capables de s'agglutiner sur les virus et de les empêcher d'infecter d'autres cellules. Alors, c'est les cellules dendritiques qui sont partout dans notre corps humain. Et quand il y a des cellules qui meurent attaquées par des virus, ben, elles mangent le reste des cellules, elles l'amènent par la circulation lymphatique dans les ganglions lymphatiques. Et là, il y a les lymphocytes. Il y a tous les lymphocytes, dont les lymphocytes B. Et les cellules dendritiques sélectionnent les meilleurs lymphocytes B qui produisent les meilleurs anticorps contre le virus, qui se mettent à se multiplier. Et par exemple, si on a le Covid, c'est des lymphocytes B qui produisent des anticorps contre le Covid, qui vont partir partout dans l'organisme, produire des anticorps qui vont nous protéger. Alors, c'est vraiment la star du moment, le lymphocyte B avec le Covid. Il peut être aidé par les cellules NK. Alors, comme je vous ai dit, les lymphocytes T produisent des anticorps. Il y a deux parties dans l'anticorps qui sont capables de reconnaître les virus. C'est les régions variables des anticorps. Donc, le lymphocyte B qui produit le bon anticorps, eh ben, il va produire des anticorps, par exemple, qui reconnaissent la surface des virus. Ça, c'est un virus. Donc, ça va empêcher le virus de rentrer dans des cellules. Ça va aussi agglutiner des virus. Puisque vous voyez, il y a deux parties qui reconnaissent les virus. Donc, ça peut reconnaître un virus, puis un deuxième. Donc, ça les agglutine. Puis, ça permet l'élimination du virus. Parce que sur la partie qui est commune à tous les anticorps contre la grippe, les anticorps contre la rougeole, les anticorps contre le Covid, il y a une partie qui est constante de cet anticorps. Et il y a des récepteurs à la surface de certaines cellules immunitaires permettent d'avaler les virus marqués par les anticorps et de les éliminer. Et puis, les cellules qui sont infectées par les virus, eh ben, elles peuvent produire des protéines virales à leur surface qui sont reconnues par les anticorps et ça les marque pour être tuées par d'autres cellules, d'autres lymphocytes, les lymphocytes NK, natural killer, qui peuvent tuer les cellules infectées par les virus. Donc, voilà deux types de lymphocytes, les lymphocytes B qui produisent des anticorps et les cellules NK qui aident les lymphocytes B en tuant les cellules marquées par les anticorps. Donc, voilà, ça, c'est des cellules qui interviennent plus tard dans l'infection contre les virus. C'est pour ça qu'il faut se faire vacciner, parce qu'il faut pas mal de temps pour trouver les bons lymphocytes B, que la cellule dendritique ramène les bouts de virus dans les ganglions pour que les lymphocytes B en trouvent le bon, qui se multiplient en grande quantité, qui produisent plein d'anticorps. Ça prend beaucoup de temps la première fois. Puis la deuxième fois, il y a déjà beaucoup de lymphocytes B qu'on appelle des lymphocytes B mémoire, qui sont capables de reproduire de l'anticorps en grande quantité si le virus attaque une deuxième fois. Donc, voilà, ça c'est les lymphocytes B. J'en parlerai juste ici pour vous inciter à vous faire vacciner, vacciner contre le Covid quand c'est possible en ce moment, parce que
C'est la seule solution pour sortir de cette crise. Mais aujourd'hui, je vais surtout vous parler d'un autre type de lymphocyte, qui est le lymphocyte T. Lui, il est capable de tuer les cellules qui contiennent des microbes, les cellules qui contiennent des virus. Et on sait maintenant que ces lymphocytes T, ils sont aussi capables de tuer les cellules cancéreuses. Alors, c'est quoi ces lymphocytes T? En voilà qui sont photographiés de différentes façons. Ici, vous avez un lymphocyte T, parce qu'il y en a dans le sang, ils se promènent un petit peu partout, ces lymphocytes T. Et vous voyez, on en trouve dans le sang parmi les globules rouges autour. Là, vous avez un lymphocyte T qui a été photographié en jaune et qui est en train d'interagir avec une cellule dendritique, justement, qui est en train de lui présenter peut-être des morceaux de virus qu'elle a récupérés lors d'une infection. Et lorsque ce lymphocyte T va reconnaître les bons morceaux de virus, par exemple, s'il y a du virus de la grippe dans votre organisme, la cellule dendritique va présenter des morceaux de virus de la grippe à sa surface. Et le lymphocyte T, qui aura le bon récepteur pour reconnaître la grippe, il va se multiplier en grande quantité, puis il va aller tuer dans l'organisme. Il va aller essayer de trouver les cellules qui portent le même antigène qu'on lui a présenté de la grippe et tuer les cellules infectées par la grippe. Alors, dans le cas du Covid, il y a des lymphocytes T qui peuvent reconnaître le Covid et tuer les cellules infectées par le virus du Covid avant que le virus se réplique trop dans la cellule. Alors, en fait, comment il fait le lymphocyte T pour voir s'il y a du virus dans la cellule? En fait, à la surface de toutes nos cellules, il y a des petites molécules en forme de portoir qui présentent des échantillons de protéines qu'il y a à l'intérieur de la cellule. Et lorsqu'une cellule est normale, en fait, il n'y a pas de lymphocytes T qui ont de récepteurs pour reconnaître les antigènes du soi, les antigènes normaux, parce qu'ils ont été éliminés lors de leur éducation. Tous les lymphocytes T qui sont capables de nous reconnaître, de reconnaître le soi, ils ont été éliminés, donc il n'en existe pas. Donc, ce qui fait que le jour où il y a une infection par un virus, dans ces petites molécules portoires va être présenté des morceaux de virus. Et s'il y a un lymphocyte T qui a un bon récepteur pour un morceau de la grippe, par exemple, il va se diviser en grande quantité et il va aller tuer toutes les cellules infectées par la grippe. Alors, cette molécule portoire-là, c'est en fait la molécule HLA. Donc, vous la voyez représentée de différentes façons. Une représentation très schématique ici, vous voyez, elle a une forme de panier et elle peut présenter des morceaux à l'intérieur. Alors là, c'est quand elle est vue de dessus. Vous voyez, elle a deux rebords et puis elle a un fond là et elle peut présenter des échantillons de ce qu'il y a à l'intérieur de la cellule. Donc là, vous la voyez de dessus. Là, elle est vide, elle ne présente rien. Et là, elle est en train de présenter un échantillon qui est à l'intérieur de la cellule. Et donc, le lymphocyte T, avec son récepteur, donc voilà son récepteur du lymphocyte T, qui est à la surface du lymphocyte T. Donc, là, c'est la membrane du lymphocyte T. Donc, avec son récepteur, il peut inspecter dans cette espèce de portoir l'échantillon, qu'on appelle peptide ici, s'il reconnaît le peptide en question. Et vous voyez là, on retrouve le panier là en bleu avec ses deux anses, le peptide qui est au milieu, et ça c'est les morceaux en rouge et en jaune, c'est les morceaux du récepteur du lymphocyte T qui reconnaissent l'échantillon à l'intérieur. Donc, s'il y a un échantillon de Covid à l'intérieur, il peut y avoir dans le corps des lymphocytes T contre le Covid qui se mettent à multiplier en grande quantité et qui vont inspecter s'il n'y a pas des cellules qui présentent dans leur molécule portoire à la surface des morceaux de Covid. Et s'il y a un virus qui a infecté, donc par exemple le Covid ou la grippe qui a infecté des cellules,
et qu'il y a des morceaux de virus dans les molécules portoires, s'il y a un lymphocyte T qui a le bon récepteur pour connaître, parmi les lymphocytes T qui ont d'autres récepteurs, hein, celui-là reconnaît peut-être la grippe, puis celui-là peut-être la rougeole. Voilà, s'il y a un lymphocyte T qui reconnaît, il se multiplie en très grande quantité et il va aller tuer les cellules qui sont infectées par le virus. Et en fait, comment ça se passe? Donc, vous voyez, c'est représenté schématiquement. Là, vous avez le lymphocyte T. Là, vous avez la cellule cible reconnue. Et donc, la cellule cible est présente avec sa molécule portoire, le petit morceau de virus en jaune. Et là, vous avez le récepteur du lymphocyte T. S'il reconnaît, il s'active et il va relarguer contre la cellule des granules lytiques qui contiennent des poisons, en fait, de la perforine qui permet de faire des trous dans la membrane de la cellule cible. Et puis, ça permet l'entrée de poison à l'intérieur de la cellule cible et ça va tuer la cellule cible. Donc, si la cellule est infectée par la grippe, qu'elle est reconnue par un lymphocyte T contre la grippe, ce lymphocyte T va la tuer en injectant du poison à l'intérieur. Donc, voilà. Quand les cellules sont normales, il n'y a que des échantillons normaux à la surface et il n'y a pas de lymphocytes T qui sont capables de reconnaître. Quand la cellule est infectée par un virus, s'il y a un morceau de virus de présenté, il y a des lymphocytes T qui vont reconnaître et tuer les cellules infectées par les virus. Ils ne pourront pas tuer cette cellule parce qu'il n'y a pas le bon échantillon. Hein, ils ne vont pas tuer les cellules normales. Et quand il y a une cellule cancéreuse, c'est qu'il y a des mutations, il y a des protéines mutées dans les cellules cancéreuses, il y a des anomalies. Et ces anomalies peuvent être présentées dans les portoires. Et il peut y avoir des lymphocytes T spécifiques de ces antigènes de tumeur, donc de ces molécules de tumeur. Il y a des lymphocytes T qui peuvent les reconnaître. Et donc, l'idéal, ce serait de pouvoir activer ces lymphocytes T chez le patient pour qu'ils aillent tuer toutes les cellules qui portent ces antigènes de tumeur. Bien sûr, ils ne pourront pas tuer les cellules normales parce qu'il n'y a pas le bon antigène dans les cellules normales. C'est des antigènes soi. Alors, je vais vous les montrer en action, ces lymphocytes T. Donc, vous voyez, sur cette photo, en fait, c'est une cellule qui est cultivée sur du plastique, donc elle est attachée à du plastique. Hein. C'est peut-être une cellule tumorale et elle est reconnue. Il y a des cellules, il y a des lymphocytes T qui sont en train d'inspecter les molécules portoires, là, les molécules HLA, pour voir s'il y a le bon échantillon dedans. Et s'il y a le bon échantillon, ils vont l'attaquer et la tuer. Dans notre laboratoire, on isole à Nantes des lymphocytes T qui sont capables de tuer les cellules tumorales et on identifie justement les molécules qui sont reconnues par ces lymphocytes T. Et on est capable de les filmer en action. Donc ici, vous avez deux films. Donc, c'est deux films de microscopie et vous avez des cellules tumorales ici en gris. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Hein. Elles sont étalées, attachées sur le plastique. Elles sont en train de vivre sur le plastique, sur un support plastique. Et au-dessus, il y a du milieu de culture qui fait qu'elles ont à manger et qu'elles peuvent vivre. Et puis, dessus, on va déposer des lymphocytes T. Et les lymphocytes T, ils sont marqués en bleu là. Vous voyez, ils sont en bleu. Et en fait, c'est une sonde qu'on a mis dans le lymphocyte T. Et quand le lymphocyte T, il ne reconnaît pas l'antigène, il n'est pas activé, il va rester vert. Et quand il va s'activer et se mettre à tuer, il va devenir rouge. Cette sonde va devenir rouge. Donc, ça va permettre de mesurer si le lymphocyte T s'active et se met à tuer les cellules. OK ? Et donc, sur ce premier film que je vais vous demander de regarder lorsque je vais faire défiler la vidéo, il y a donc les cellules tumorales, mais elles ne sont pas reconnues parce qu'elles ne présentent pas dans leur molécule portoire
l'antigène tumoral. Donc, elles ne sont pas reconnues par le lymphocyte. Donc, voilà ce qui se passe. Le lymphocyte T, il tombe sur les cellules tumorales et il inspecte les molécules HLA et il se déplace de cellule tumorale en cellule tumorale. Et comme il n'y a pas le bon antigène, ben, il ne s'active pas, il reste vert. Alors, de temps en temps, il y a un lymphocyte qui devient rouge, mais c'est plus un sursaut parce que l'image d'après elle devient vert. Donc, l'antigène n'est pas là, donc le lymphocyte n'attaque pas. Les cellules tumorales restent attachées, étalées au plastique et elles ne sont pas attaquées. Voilà, donc ça c'est le premier film, c'est dans le cas où la cellule n'est pas reconnue, le lymphocyte n'attaque pas. Par contre, dans le deuxième film, à côté, eh ben, les cellules tumorales portent l'antigène et sont reconnues. Donc vous voyez, les lymphocytes s'arrêtent dessus, ils deviennent tout rouges, donc ils se mettent à attaquer les cellules tumorales et ils injectent le poison. Et donc les cellules tumorales, vous voyez, elles se détachent du plastique parce qu'elles sont attaquées par le lymphocyte, parce qu'elles sont plus capables de… Elles sont tuées par le lymphocyte, elles se détachent, elles deviennent toutes rondes. Et en 1 heure, le film dure 1 heure, en 1 heure, les lymphocytes ont tué la cellule tumorale. Mais si la cellule était infectée par un virus, ce serait la même chose. Hein. Le lymphocyte tue en 1 heure la cellule infectée par le virus. Et ça, le vaccin contre le Covid permet de générer des lymphocytes T capables de tuer les cellules infectées par le Covid. Donc, c'est important de se vacciner contre le Covid. Et il y a donc des lymphocytes T, comme vous le voyez sur ces vidéos, qui sont capables de tuer les cellules tumorales. Alors là, c'est un grossissement de cette vidéo. Et vous voyez, vous avez une cellule tumorale qui est très étalée sur le plastique ici, et elle est reconnue attaquée par 3 lymphocytes T. Et comme elle est attaquée et que le lymphocyte T injecte du poison, eh ben, elle se décolle du plastique, elle n'est plus capable de se maintenir, elle s'éloigne du lymphocyte T, et le lymphocyte T, ben, il tend un bras pour continuer d'injecter du poison. Donc, vous voyez, il fait une injection, une deuxième injection, une troisième injection. Voilà, donc les lymphocytes T, ben voilà, ils sont capables de tuer les cellules tumorales. Donc maintenant, le truc, c'est, toutes ces études, c'est qu'il faut réussir à les activer chez le patient pour qu'ils aillent tuer les cellules tumorales. Et ce qui est phénoménal avec les lymphocytes T, c'est qu'ils sont capables de se multiplier en grande quantité très vite. Donc vous voyez ici une culture de lymphocytes T où chaque petit point brillant, là, c'est un lymphocyte T. Eh ben, on les a stimulés avec l'antigène reconnu et 24 heures plus tard, ils se sont multipliés. Vous voyez, il y en a 1000 fois plus. Et donc, après, ils sont capables de partir dans l'organisme, que c'est dans les ganglions lymphatiques, surtout, qui se multiplient. Donc, quand on a une infection, les ganglions peuvent grossir. C'est les lymphocytes qui se multiplient et après qui partent dans l'organisme, tuer toutes les cellules qui portent les antigènes. Alors, sachant qu'il y a des lymphocytes T qui peuvent attaquer les cellules tumorales, ben, dans les années 80 à 2010, il y a eu plein d'essais d'immunothérapie qui visaient à stimuler ces lymphocytes T antitumoraux pour qu'ils aillent attaquer les cellules tumorales. Mais les résultats ont été relativement décevants. Alors, dans les années 80, on injectait des hormones immunitaires comme l'interleukine 2 ou les interférons, qui sont des hormones nécessaires pour qu'ils se multiplient en grande quantité, ces lymphocytes. Mais ça ne donnait pas des résultats terribles. Il y a eu aussi, dans les années 90, d'essayer d'isoler les lymphocytes T qui reconnaissent les cellules tumorales et de les réinjecter aux patients dans les années 90 et 2000. Et ça ne marchait pas très bien non plus. Puis aussi d'injecter des cellules dendritiques, donc le général de cette armée de lymphocytes T et lymphocytes B. Donc de prendre la cellule dendritique des patients, de mettre des antigènes de tumeur dessus, et de les réinjecter aux patients pour qu'elles trouvent les bons lymphocytes qui reconnaissent l'antigène pour qu'ils se multiplient et tuent les cellules tumorales. Ça n'a pas bien marché non plus. Et puis, carrément, injecter l'antigène tumoral comme un vaccin.
comme on injecte un antigène viral, l'antigène du Covid, pour vacciner contre le Covid. Eh bien, chez les patients, essayer d'injecter l'antigène tumoral pour activer le système immunitaire contre cet antigène tumoral, puis qu'après, les cellules du système immunitaire tuent les cellules tumorales qui portent cet antigène. Donc, l'antigène tumoral, il a été injecté sous plein de formes, sous forme de protéines, sous forme de peptides, c'est des protéines plus petites, sous forme de virus qui codent l'antigène, un peu comme les vaccins classiques. Il a même été essayé dès 2005 l'ARN messager. Alors l'ARN messager, c'est justement dans la recherche contre le cancer que ça a été essayé en premier. Donc ça fait déjà longtemps qu'on l'utilise, l'ARN messager. Les médias disent que c'est tout nouveau, que c'est la première fois qu'on l'utilise, mais c'est faux, c'est utilisé déjà depuis 2005. Alors, ça n'a pas été très efficace pour activer le système immunitaire des patients, mais on voyait que ça n'avait pas d'effet néfaste, l'ARN messager. Donc, on a déjà du recul sur l'utilisation de l'ARN messager. Et ça a été utilisé pour le traitement du cancer. Donc, vous voyez, toutes ces tentatives-là, qui consistent à essayer de stimuler les lymphocytes T pour tuer les cellules tumorales, elles ont échoué. Et ce qui fait qu'en 2010, il y avait presque une sorte de défaitisme qui commençait à s'installer dans la communauté qui étudiait l'immunothérapie parce qu'on n'y arrivait pas. On n'arrivait pas à activer le système immunitaire contre les cellules tumorales. Alors, ce qu'on voyait, c'est qu'on arrivait à amplifier, donc à les faire proliférer, les lymphocytes T antitumoraux, après qu'on stimulait chez le patient. On en voyait plein dans le sang. Il y en avait, mais il n'y avait pas d'effet au niveau des tumeurs, ça ne faisait pas diminuer les tumeurs. Déjà, il y avait seulement chez une partie des patients, les lymphocytes T arrivaient dans la tumeur. Donc, il y a ce problème à résoudre. Il faut que ces lymphocytes T puissent arriver dans la tumeur. Mais même chez les patients, quand il y avait des lymphocytes T qui arrivaient dans les tumeurs, ils n'étaient pas efficaces. Et c'est en 2011, en fait, qu'il y a eu un énorme progrès. C'est la découverte des checkpoints immunitaires, qu'on appelle en français points de contrôle immunitaire. Et en fait, c'est un espèce de frein à l'action des lymphocytes T. Donc, vous reconnaissez cette diapositive. Donc, comme je vous ai dit, le lymphocyte T, il reconnaît dans la molécule portoire, là, le petit échantillon de tumeur, ce qui fait qu'il va se mettre à attaquer la cellule tumorale. Mais ce qu'il a été démontré, c'est qu'à la surface des cellules tumorales, il y a une molécule qui a été découverte qui s'appelle PDL1. Et cette molécule, PDL1, c'est une sorte de drapeau blanc. Cette molécule PDL1, elle va interagir avec un récepteur qu'il y a à la surface du lymphocyte T. Et quand le récepteur va se fixer à PDL1, ça va envoyer un signal qui va totalement bloquer l'attaque du lymphocyte T. Donc, le lymphocyte T est plus capable d'attaquer la cellule tumorale. Donc, en fait, c'est presque un mécanisme de défense de la cellule tumorale pour pas que les lymphocytes T l'attaquent. Et avec la découverte de ce drapeau blanc, la PDL1, et du récepteur qui reçoit le signal et qui inhibe l'attaque, on a développé des nouveaux médicaments qui s'appellent les inhibiteurs de checkpoint, qui vont soit se fixer sur PD1 ou soit se fixer sur PDL1, et ça va empêcher le signal d'inhibition de l'attaque, le signal de blocage de l'attaque, et l'attaque va pouvoir se faire. Donc, tous ces essais cliniques qui visaient à activer le système immunitaire, si on imagine que le système immunitaire, c'est une voiture, tout le monde était en train d'appuyer sur l'accélérateur à fond,
Mais en fait, le frein était bloqué puisque les cellules tumorales sont capables de mettre un frein à cette attaque et on avait beau activer des lymphocytes T, ben, lorsqu'il y a ce frein, ça ne marche pas. Donc, rien que l'utilisation des checkpoint inhibiteurs tout seul, ça lève le frein. Et s'il y a des lymphocytes dans la tumeur, ben, ils vont se mettre à attaquer les cellules tumorales. Et ça a été une découverte phénoménale parce que pour pas mal de cancers différents, ça avait un effet assez impressionnant. Donc ça, c'est un exemple d'effet pour le cancer du poumon. Donc ici, c'est ce qu'on appelle des courbes de survie. Donc ici, cette ligne représente le temps et à 0, c'est le début du traitement. Et au début du traitement, 100% des patients sont en vie. Et il y a 2 groupes dans cet essai clinique, des patients qui ont reçu la chimiothérapie. Donc, il faut savoir que dans cet essai, c'est des cancers très avancés, hein. C'est des cancers au dernier stade, les patients. Et les patients qui ont reçu les traitements de chimiothérapie classique, au bout de 12 mois, il n'y a que 24% des patients en vie. Tandis que ceux qui ont reçu l'immunothérapie avec les anti-PD1, là, qui bloquent le drapeau blanc, eh ben, il y avait 42% des patients qui survivaient au bout de 12 mois. Et au bout de 24 mois, ben, on voit qu'il y a plus du double des patients qui survivent avec les anti-PD1. Il y a environ 30% des patients. Il y a 20% des patients qu'on n'arrivait pas à traiter, à sauver avec la chimiothérapie, qu'on est capable de traiter avec les anti-PD1. Donc des résultats assez impressionnants. Alors, non seulement dans le cancer du poumon, mais aussi dans le cancer de la peau et dans le cancer du rein. Alors, des résultats moins impressionnants dans d'autres cancers, comme le cancer du rein, le cancer de la prostate. Donc, ça a vraiment été une révolution dans le traitement du cancer, parce que ça a vraiment apporté la preuve que les lymphocytes T pouvaient tuer les cellules tumorales. Il suffisait de lever le frein, en fait, avec ces molécules. Donc, ça a valu en 2018 le prix Nobel de médecine à Tasuku Honjo, qui est le découvreur de ces molécules PD1, PDL1, qu'il avait découvert en 1992. Vous voyez, ça a mis beaucoup de temps depuis sa découverte. Et puis, en 2018, aussi, il y a James Allison, un Américain, qui a découvert une autre molécule, CTLA4, qui est aussi un frein du système immunitaire. Alors, comme je vous ai dit, les lymphocytes T, au départ, c'est les cellules dendritiques qui trouvent le bon lymphocyte T qui reconnaît le bon antigène présenté dans la molécule portoire. Et puis après, le bon lymphocyte T se multiplie en grande quantité et il va tuer les cellules infectées ou les cellules tumorales qui portent le bon échantillon dans les molécules portoires, les cellules tumorales. Et le japonais, lui, a trouvé le checkpoint inhibiteur sur les cellules tumorales et l'américain a trouvé un checkpoint inhibiteur qu'on peut bloquer aussi avec les anti-CTLA4 sur les cellules dendritiques. Et ça marche moins bien que les anti-PD1, mais ça a aussi un effet anticancéreux. Et depuis la découverte de ces 2 molécules-là par l'américain et par le japonais, il y a plein d'autres checkpoint inhibiteurs candidats qui sont testés en clinique avec des anticorps contre ces checkpoints. Donc, les 2 déjà qu'il y a, c'est CTLA4 et PD1, qu'on bloque avec des anticorps spécifiques. Et il y en a plein d'autres qui sont à l'étude pour encore activer mieux le système immunitaire. Alors, vous voyez, il n'y a qu'une partie des patients qui ont répondu aux anti-PD1. Il y en a
plein d'autres, malheureusement, qui sont morts. Au bout de 24 mois, il y a tout de même 70% des patients qui ont reçu l'anti-PD1 qui sont morts. Alors pourquoi ça ne marche pas l'immunothérapie chez eux? Parce que c'est peut-être d'autres checkpoint inhibiteurs, d'autres points de contrôle immunitaire qu'il faut bloquer chez ces patients. Donc c'est pour ça qu'il y a la découverte de plein d'autres molécules qui sont à l'essai, qu'on essaye de bloquer pour activer le système immunitaire. Et puis, pourquoi ça ne marche pas chez d'autres patients? Donc, il faut déjà que les cellules tumorales aient le bon checkpoint à leur surface. Il faut qu'il y ait des lymphocytes T qui soient présents dans la tumeur. Alors, chez certains patients, il n'y a pas du tout de lymphocytes T dans la tumeur. Alors, comment on pourrait faire pour les attirer dans la tumeur pour qu'ils puissent tuer les cellules tumorales et s'ils sont bloqués, les débloquer avec des checkpoint inhibiteurs. Et puis, on s'est aperçu que ces checkpoint inhibiteurs, ces bloqueurs de points de contrôle immunitaire, ils marchent le mieux dans les cancers où il y a le plus de mutations. Et les cancers où il y a le plus de mutations, c'est le cancer du poumon, parce que c'est souvent dû à la cigarette qui crée plein de mutations dans les cellules. Et aussi le cancer de la peau, le mélanome, parce que le soleil, les UV, créent plein de mutations dans les cellules aussi. Et donc, quand il y a peu de mutations, il y a peu d'échantillons mutés qui sont présentés. Et dans les cancers, comme le cancer du poumon ou le mélanome, où il y a beaucoup de mutations à l'intérieur des cellules cancéreuses, là, il y a d'autant plus d'antigènes de tumeurs présentés. Alors, voilà, ça c'est la première forme d'immunothérapie qui a eu beaucoup de succès dernièrement, c'est ces bloqueurs de frein immunitaire. Et maintenant, il y a plein d'essais d'essayer de trouver des traitements en combinaison pour les faire mieux marcher, notamment des traitements pour attirer les lymphocytes T dans les tumeurs. Alors, un autre type d'immunothérapie qui a connu des gros succès dernièrement, c'est les CAR T-cells. Et les CAR T-cells, alors CAR, ça veut dire chimérique antigène réceptor. En fait, on prend les lymphocytes T du patient, on les modifie génétiquement pour leur faire exprimer un récepteur qui reconnaît les cellules tumorales. Donc, on leur change leur récepteur et on leur met le bon récepteur, on les multiplie en grande quantité et on les réinjecte aux patients pour qu'ils tuent les cellules tumorales. Et ça, cette approche, elle a eu beaucoup de succès, notamment contre deux types de leucémie, la leucémie lymphoblastique aiguë et le lymphome diffus à grandes cellules. Et il y a des essais pour l'adapter pour d'autres types de cancers. Et il y a eu des succès retentissants avec ces techniques. Par exemple, il y a eu cet exemple d'une petite fille de 8 ans. Elle avait reçu différents traitements contre sa leucémie. Elle avait fait 5 fois une rechute et ils l'ont traitée avec des carticelles. Et depuis, elle est totalement sauvée de sa leucémie grâce aux carticelles qui ont été donc ces lymphocytes T à qui on a mis le bon récepteur pour reconnaître les cellules leucémiques, les cellules cancéreuses. Et ces lymphocytes T ont débarrassé l'organisme de ces cellules cancéreuses. Et puis, je vais finir ce webinaire sur une dernière forme d'immunothérapie, mais qui est à l'étude, qui est très peu utilisée pour l'instant. On est en train d'étudier pour la rendre efficace. C'est la virothérapie antitumorale qui utilise des virus oncolytiques. Donc, ça consiste à utiliser des virus qui vont infecter et tuer que les cellules tumorales du patient. Et ça ne va pas plaire au système immunitaire, notamment les cellules dendritiques.
qui vont ramener dans les ganglions lymphatiques des morceaux de virus, mais aussi des morceaux de tumeurs, et qui vont donc activer des lymphocytes T contre le virus, mais aussi contre les cellules tumorales pour qu'ils aillent tuer les cellules tumorales. C'est une façon de stimuler les lymphocytes T antitumoraux en tuant des cellules tumorales avec des virus. Alors, nous, on étudie beaucoup le virus vaccinal de la rougeole, celui qui est utilisé dans les vaccins, parce qu'on s'est aperçu qu'il tue très peu les cellules normales, il les tue quasiment pas, tandis qu'il est capable de se répliquer et de tuer très bien les cellules cancéreuses. Donc, vous voyez ici dans ce film, on a modifié le virus de la rougeole pour qu'il colorie en vert les cellules quand il se multiplie à l'intérieur. Et donc, au bout de 48 heures, vous voyez que toute une partie des cellules sont devenues infectées par le virus de la rougeole qui réplique à l'intérieur. Ah, pardon. Donc, vous voyez là, ici, c'est le temps. Donc, au bout de 24 heures, on voit les premières cellules vertes. Et au bout de 3 jours, les cellules toutes les cellules tumorales vont être infectées, vont éclater et vont être tuées par le virus. Et vont répandre leur contenu, les antigènes de virus, les antigènes de tumeurs, pour activer le système immunitaire. Tandis que si on met le même virus sur des cellules saines, ben les cellules saines, ils l'infectent très peu, le virus. De temps en temps, il y a… Alors, à 24 heures, on ne voit toujours pas de cellules vertes, alors qu'on en voyait plein avec le virus de la rougeole. Et au bout, de temps en temps, on voit une cellule qui devient verte comme là-haut. Voilà, mais ça tue très peu les cellules saines, ce virus. Donc, on étudie ce virus avec l'Institut Pasteur à Paris, mais on n'est pas encore au stade des essais cliniques. On étudie in vitro et sur la souris comment ça marche. Et on étudie aussi le virus de la vaccine avec une entreprise qui s'appelle Transgène à Strasbourg, qui, lui, est en essai clinique, mais les tout premiers stades d'essai clinique. Donc, en essai clinique contre le glioblastome, une forme de cancer cérébral, et aussi des cancers coliques, donc des cancers du côlon. Et puis, donc c'est les deux principaux virus qu'on étudie à Nantes, et on étudie aussi d'autres virus qui viennent d'autres laboratoires, et les deux principaux qu'on étudie, c'est ceux-là. Et on montre qu'avec le virus de la rougeole, dans différents modèles de cancer, alors je ne comprends pas parce que… donc, on montre à Nantes, dans des essais où on injecte des cellules tumorales, des tumeurs à des souris, et après on les traite avec le virus. On montre que lorsqu'on leur injecte le virus, on est capable de faire diminuer au cours de temps la taille de la tumeur, alors que si on n'injecte pas de virus, ben, la tumeur continue d'augmenter. Pour d'autres cancers, ça permet de stabiliser et d'arrêter la croissance tumorale, tandis que si on n'injecte pas de virus, chez les animaux qui n'ont pas reçu de virus, les tumeurs continuent d'augmenter. Ou on peut aussi ralentir la pousse tumorale en injectant du virus. Et là, on avait essayé, dans un autre groupe de souris, d'injecter plusieurs fois du virus, parce qu'une seule injection n'était pas très efficace. Et avec plusieurs injections, on arrive à stabiliser la croissance de la tumeur. Donc voilà, c'est un petit peu ce qu'on essaye à Nantes comme approche pour activer le système immunitaire antitumoral. Et depuis 2015, alors ça c'est aux États-Unis, il y a eu un premier virus oncolytique qui a été mis sur le marché pour le traitement du mélanome métastatique. Donc, ils avaient essayé dans des stades 3 et des stades 4 de cancer de la peau, soit les traitements classiques en jaune, ou soit le virus oncolytique. Et vous voyez, le virus oncolytique, c'est un petit peu comme tout à l'heure pour les anti-PD1.
ça a permis une meilleure survie des patients. Mais comme c'était un petit peu une meilleure survie et que les anti-PD1 ont le même taux de réussite, ben, bien qu'il ait été mis sur le marché, le virus oncolytique n'est pas très utilisé parce qu'il a le même effet que les checkpoint inhibiteurs dont je vous ai parlé avant, et les médecins préfèrent utiliser les checkpoint inhibiteurs en immunothérapie. Donc voilà ce qu'ils voyaient. Ils injectaient, donc vous voyez, c'est un cancer de la peau, donc il y a plein de petites tumeurs sur la peau, et ils injectaient une tumeur, et 6 semaines après, ben, il y avait la tumeur diminuait, la tumeur injectée, mais on voyait aussi qu'il y avait des croûtes qui se formaient sur les autres tumeurs qui n'ont pas été injectées. Et 4 mois après, ben, il ne reste plus que des taches cicatricielles et les tumeurs ont disparu. Et il y avait aussi des tumeurs très loin du site d'injection qui disparaissaient. Il montrait aussi dans cette étude qu'il y avait des tumeurs dans le poumon, par exemple, parce que le cancer de la peau peut aller se développer dans le poumon, des tumeurs qui disparaissaient. Donc, des résultats très encourageants pour l'utilisation de la virothérapie antitumorale. Et récemment, ils ont injecté ce virus en même temps que les anti-PD1. Et ils ont montré qu'il y a un effet additif, que c'est une bonne combinaison. Alors, c'est les tout premiers résultats, c'était dans des phases 1, mais ils ont montré que la combinaison des anti-PD1, donc des checkpoint inhibiteurs, et des virus oncolytiques, permet d'avoir plus de patients qui répondent que si ils avaient injecté l'anti-PD1 seul. Parce que l'infection par le virus des tumeurs attire les lymphocytes T dans les tumeurs. Donc, ils avaient plusieurs patients qui n'avaient pas de lymphocytes T dans les tumeurs. Normalement, l'anti-PD1 n'aurait pas dû avoir d'effet. Ben là, avec le virus, ça a attiré des lymphocytes T dans la tumeur et ça fait que l'anti-PD1 a eu un effet. Donc, c'est probablement l'avenir de la virothérapie antitumorale, c'est d'être utilisé avec les anti-PD1. Et donc, ben, je finis sur cette dernière diapo pour vous présenter l'équipe de recherche dans laquelle je travaille, qui est actuellement dirigée par le docteur Marc Grégoire, mais il va prendre sa retraite en fin d'année, et donc je vais reprendre la direction de son équipe de recherche. Et ben, tous nos collaborateurs qui travaillent avec nous et les différentes sources de financement sans qui nos recherches ne seraient pas possibles, la Ligue contre le cancer, mais aussi l'ARC, la Fondation pour la recherche médicale. Voilà, je vous remercie et ben, j'attends vos questions. Super. Merci beaucoup pour ce webinaire hyper complet, très, très instructif pour… Alors, je vais arrêter le… Oui, très bien, parfait, c'est ce que j'allais vous demander. Du coup, donc on a déjà des questions. N'hésitez pas, les autres spectateurs, si vous avez des questions, c'est le moment. Il y a… Alors, je vois qu'il y a des discussions dans le chat. Il y a une première question de Gladys Liart. Et donc… Donc, la question, c'est dans le cadre de la leucémie myéloïde, y a-t-il une possibilité de mettre en place l'immunothérapie? Alors, je ne sais pas exactement où en est l'immunothérapie pour ce cancer. Le mieux, c'est de se renseigner auprès de son oncologue traitant qui saura recommander ou non le traitement ou dire s'il est à l'essai pour ce type de cancer. Je ne peux malheureusement pas vous répondre. C'est une question qui est à poser à votre médecin traitant. D'accord. Et donc, est-ce que le même type de… Il y a une autre question qui concerne plus le cancer du poumon. C'est une question sur l'efficacité du traitement immunothérapie.
Est-ce qu'on a une idée du temps? Est-ce qu'on voyait sur votre courbe que ça minimisait Mhm. l'accélération des cellules, mais est-ce qu'on a une idée du temps de guérison? Alors, l'immunothérapie qui est mise en place, alors c'est arrivé sur le marché en 2011, traiter les patients. Ils ont reçu l'ordre. Donc, il y a relativement peu de recul. 10 ans, c'est peu de recul. Il y a déjà beaucoup de patients qui l'ont reçu, ce traitement. Euh, alors, pour le cancer du poumon, alors, il y a différents types de cancer du poumon, mais on peut dire que grosso modo, il y a une vingtaine de pourcents de patients qu'on ne savait pas traiter avant l'arrivée de l'immunothérapie, qu'on ne savait pas soigner, qu'on arrive maintenant à soigner avec l'immunothérapie. Donc c'est phénoménal. C'est pour ça qu'ils ont reçu le prix Nobel de médecine, les gens qui ont découvert ça. Parce qu'un médicament d'un seul coup qui permet de soigner 20% de patients dans le cancer, c'est très très rare. Et non seulement dans le cancer du poumon, mais c'est aussi 20% dans le cancer de la peau, et c'est un peu plus faible les pourcentages dans les autres types de cancers. Alors, pour le temps, euh, ben, selon les patients, c'est très différent, mais généralement, ça prend quand même un peu de temps pour que ça agisse. Mais il y a des cas qui ont été rapportés dans la littérature où ça pouvait prendre beaucoup de temps, l'immunothérapie. Il y a même des gens, au bout de 4-5 mois, ça ne marchait pas, puis d'un seul coup, ça se met à marcher. Le traitement, il l'avait reçu il y a 3, 4, 5 mois avant, il avait été arrêté, puis d'un seul coup, ça se met à marcher et la tumeur régresse. Il y a, c'est assez impressionnant comment c'est différent d'un patient à l'autre, les réponses quand ils répondent, les patients, à ce type de thérapie. Donc, petit à petit, on est en train d'en apprendre de plus en plus comment ça marche et pourquoi chez les patients c'est plus lent et d'autres c'est beaucoup plus rapide. On ne sait pas pourquoi, mais on commence à avoir des pistes pour comprendre. Et puis, on commence surtout à comprendre pourquoi chez d'autres patients ça ne marche pas et quelles solutions on aurait. Est-ce que c'est d'autres checkpoint inhibiteurs qu'il faudrait utiliser? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de lymphocytes dans la tumeur, donc là, il faut les attirer dans la tumeur? Donc, avec la virothérapie, on pourrait éventuellement faire ça. Il n'y a pas de, il n'y a pas de choses que l'on peut faire, nous, en tant que facteur extérieur, en fait, sur l'alimentation. Après, c'est toujours bon d'avoir une bonne hygiène de vie pour avoir un bon système immunitaire. Ça, c'est sûr. De manger sain, ça aide à avoir un système immunitaire solide. Mais non, d'un patient à l'autre, il y a beaucoup de cas différents de patients qui répondent, qui ont été rapportés, et même aussi au niveau des effets secondaires. Chez certains patients, il n'y a aucun effet secondaire, il y a peu d'effets secondaires, ou des effets secondaires pas du tout graves, qui sont totalement manageables par des médicaments, par les médecins. Et il y a eu chez des très rares patients des effets secondaires très graves qui sont survenus. Il y a même eu des morts pour ce traitement. Donc ça aussi, on est en train de, de comprendre petit à petit ce qui se passe chez les gens et pourquoi. Mais c'est des cas très très rares où il y a eu des effets secondaires graves. Donc du coup, il a été recommandé quand même de faire ces traitements dans des centres assez importants qui ont des spécialistes d'organes à disposition dans l'hôpital pour que s'il y a un effet secondaire inattendu, parce que chez certains, ça a été pour le foie, chez d'autres, ça a été au niveau des reins. Enfin, ça peut être très différent d'un patient à l'autre.
Donc, il faut il y ait des spécialistes de tel ou tel organe à disposition dans les centres où c'est fait. Donc, ça, maintenant, ils savent de mieux en mieux manager les traitements. Et donc, c'est chez un petit nombre de patients qu'il peut arriver des effets secondaires graves. Mais ça, si un patient vous propose l'immunothérapie, il est capable de vous expliquer tout ça, les risques, parce que d'un cancer à l'autre, c'est différent. Et je ne peux pas aborder chaque cancer particulier, quoi. Parce qu'il y a pas mal de questions, donc il y a une question qui a été posée. Quelles sont les conditions pour bénéficier de ce traitement? Alors, je ne sais pas si c'est Alors, ça, c'est à voir justement avec vos oncologues. Moi, je suis plus venu ici pour vous expliquer comment ça marche, l'immunothérapie, et les gros progrès qui ont été faits, notamment avec les checkpoint inhibiteurs. Là, c'est ces molécules qui bloquent le frein immunitaire, donc qui débloquent la réponse immunitaire. Donc, ça, c'est des… on a une question. Chaque cas doit parler à son spécialiste qui va être capable de mieux le renseigner. Hein. Moi, l'ambition de ce webinaire, c'était plus de vous expliquer comment ça marche. Et justement, on a une question sur les checkpoints. Le RET est-il un checkpoint? Pardon? Le RET, alors je ne sais pas ce que c'est. RET, ça ne me dit rien. Je ne sais pas si, peut-être Jacqueline, vous pouvez expliquer. On reviendra après. Et il y a une autre question justement sur un peu le principe. On demande si les lymphocytes peuvent-ils être débordés par la prolifération des cellules cancéreuses. Les lymphocytes T peuvent être débordés. Ça, c'est aussi tout un problème parce que longtemps, l'immunothérapie, on l'a utilisée, on l'a essayé parce qu'avant de l'adopter, il faut l'essayer dans des essais cliniques. On l'a essayé sur les stades très avancés de cancer, où il y a déjà énormément de cellules cancéreuses parce que les tumeurs sont assez importantes. En plus, dans les stades les plus avancés de cancer, il y a plusieurs tumeurs. Il y a ce qu'on appelle les métastases, des tumeurs qui vont s'installer ailleurs. Et donc, c'est vraiment pas… si on veut utiliser l'armée du système immunitaire, si l'armée des cellules tumorales est déjà géante en face, c'est vraiment pas l'idéal pour le tester, quoi. Donc, on pense que l'immunothérapie, c'est sans doute dans les stades les moins avancés que ce serait le plus actif. Et maintenant, dans le cancer du poumon, c'est utilisé en première ligne. On n'utilise plus la chimiothérapie en première ligne. C'est direct, on donne de l'immunothérapie des checkpoint inhibiteurs. Et c'est sans doute là que c'est le plus efficace quand il y a peu de cellules cancéreuses. Alors, évidemment, si on l'utilise trop tard, il y a trop de cellules cancéreuses et on a beau activer plein de lymphocytes T, ils ne sont pas assez. Et justement, il y a une autre personne qui s'interroge sur comment, en gros, comment on arrive à toucher uniquement les cellules tumorales. Alors, je vois, oui, dans la discussion, je vois… C'est la deuxième question. Il demande, avec la virothérapie, comment arrivez-vous à n'infecter par le virus uniquement les cellules tumorales? Alors, c'est assez long à l'expliquer, mais je vais essayer de l'expliquer simplement. Souvent, dans le développement tumoral, il y a dans chacune de nos cellules, il y a des défenses antivirales. Dans chacune de nos cellules. Quand il y a un virus qui rentre dedans, il y a des défenses antivirales qui se mettent en place. Eh bien, lors du développement d'une cellule normale vers une cellule cancéreuse, souvent, ces défenses antivirales, elles sont amoindries. Ce qui fait que la cellule tumorale est plus capable de se défendre contre les virus.
non seulement contre le virus de la rougeole que j'étudie, mais aussi contre le virus de la vaccine. On s'est aperçu de ça par hasard. En fait, quand la cellule normale devient tumorale et devient une cellule cancéreuse malade, eh bien, souvent, elle perd sa capacité à se défendre contre les virus. Et donc, nous, on va en profiter pour l'infecter avec des virus. Mais il y a même d'autres propriétés qu'elle acquiert, la cellule cancéreuse, qui sont favorables à la prolifération des virus dans la tumeur. Le fait que souvent, on dit que dans la tumeur, il y a un environnement immunosuppresseur qui inhibe le système immunitaire. Et bien ça, c'est favorable au développement du virus dans la tumeur parce qu'il ne sera pas attaqué par le système immunitaire. Donc, c'est tout un ensemble d'éléments qui fait que les virus, ça pourrait être un bon outil pour attaquer les cellules tumorales, mais on est au tout début de ces recherches et il faudra peut-être attendre 20 ou 30 ans pour avoir des bons virus tueurs de tumeurs. Pour tel cancer, on utilisera tel virus, pour tel autre cancer, tel virus, et on débloquera la réponse immunitaire avec tel checkpoint inhibiteur ou tel autre checkpoint en fonction de quels freins sont à la surface des cellules tumorales. C'est que le début d'une histoire, on l'espère. Alors pour l'instant, l'immunothérapie, ça se résume beaucoup à ces checkpoint inhibiteurs, là, les anti-PD1, les anti-CTLA4, et puis à ces CAR T-cells, quoi. Alors, je vois d'autres questions dans la discussion. Je vois, j'ai eu des traitements avec Afinitor et pour un cancer du pancréas, est-ce de l'immunothérapie? Alors, je ne suis pas capable de vous répondre. Je regarde rapidement Afinitor sur Internet. Ah, d'accord. Donc, ça, c'est plus une thérapie ciblée, en fait, l'Afinitor. C'est un anti-R2 Alors, on vous injecte, en fait, un anticorps qui va fixer sur les cellules tumorales qui ont à leur surface une molécule appelée R2 Et ça va favoriser la mort des cellules tumorales par des NK, comme je vous ai montré tout à l'heure, qui vont se fixer à l'anticorps et qui vont tuer les cellules marquées par l'anticorps en question. Donc, c'est une forme d'immunothérapie, mais on appelle plus ça l'immunothérapie ciblée parce qu'on utilise des anticorps qui reconnaissent une cible sur la cellule tumorale. Et ça s'est avéré être efficace dans différents cancers, notamment les anticorps R2. C'est une forme d'immunothérapie pour activer les cellules NK qui vont reconnaître les cellules marquées par l'anticorps, donc normalement que les cellules tumorales, et donc les tuer. On a juste... Il y a d'ailleurs les NK, on découvre des freins immunitaires aussi qui bloquent les NK et il y aura sans doute dans l'avenir des médicaments qui feront que les NK tueront encore mieux les cellules tumorales reconnues par l'anticorps en bloquant aussi des freins parce qu'il peut y avoir des freins à ce niveau-là. Donc, c'est plein de découvertes à faire dans le futur. Ok. Je ne sais pas si vous voulez continuer à lire. Oui, je lis. Donc, on a une question qu'on a déjà faite, mais dans le cancer de la prostate, y a-t-il des pistes pour améliorer la réponse immunitaire? Ouais. Alors, je ne sais pas pour le cas particulier de la prostate où s'en est rendu les checkpoint inhibiteurs, mais il y a sans doute beaucoup d'essais si ce n'est pas approuvé pour ce cancer, c'est en essai clinique pour ce cancer et il faudrait se renseigner auprès de votre spécialiste si c'est disponible pour vous, soit sous forme d'essai clinique ou soit si c'est mis sur le marché. Je ne peux malheureusement pas vous répondre
On a une Je question vois aussi une sur question sur d'éventuels effets secondaires, si c'est compatible avec la polyarthrite rhumatoïde. Alors ça, c'est aussi des questions que je peux malheureusement pas vous répondre, qu'il faut poser à votre spécialiste qui saura mieux vous répondre que moi. Comme je vous l'ai dit, je suis chercheur et moi, c'était plus pour vous expliquer un petit peu comment ça marche, mais les cas particuliers, je suis pas assez expert pour vous répondre. Je vous laisse sélectionner. Alors, après une rémission complète, combien de temps faut-il continuer l'immunothérapie? Est-ce à vie? Alors, il me semble que c'est qu'un certain temps l'immunothérapie et on arrête de la donner. Et normalement, les lymphocytes T, ben, il y a des lymphocytes T mémoire qui se forment. Et si des cellules cancéreuses se représentent, ben, ils vont les retuer au fur et à mesure. C'est un peu comme une forme de vaccination. Mais comme je vous l'ai dit, on a commencé à les utiliser en masse en 2011. Donc, il faut du temps pour voir s'il y a des rechutes. Et là, ça fait que 10 ans que c'est utilisé et c'est encore pas suffisant pour mesurer s'il y a souvent des rechutes avec ce type de traitement. Il me semble que le traitement n'est pas à vie, hein, qui dure un certain temps. Et quand il n'y a plus d'évidence de cancer, ben, on l'arrête et le cancer ne revient pas forcément. Alors, je vois aussi, les virus sont-ils atténués? Oui, en fait, c'est des virus atténués. Le virus de la rougeole, nous, qu'on étudie, c'est le virus qui est injecté aux enfants 1 an après leur naissance. Il y a 2 injections et c'est dans le vaccin ROR, rougeole, oreillon, rubéole. Et dans ce vaccin, c'est un virus de la rougeole atténué qui s'appelle la souche Schwartz. Et on s'aperçoit qu'elle est, cette souche, elle n'arrive pas à proliférer dans les cellules saines parce qu'elle est très très sensible aux défenses antivirales des cellules saines. Les cellules saines, les cellules de la peau, les cellules des poumons sont capables de bloquer le virus sans besoin du système immunitaire, simplement avec leur défense virale qu'elles ont à l'intérieur. Mais on s'aperçoit que dans les cellules tumorales, ben, il y a des défauts de ces défenses antivirales. Donc, on peut les tuer avec ce virus qui, normalement, est bloqué par les défenses antivirales fonctionnelles des cellules saines. Comme ça marche mal dans les cellules tumorales, ben, on peut tuer les cellules tumorales avec ce virus. Donc, c'est ce qu'on essaye d'étudier à Nantes et d'amener à la clinique quand on sera sûr de nous. Okay. Alors, peut-être, oui, d'abord, je dis peut-être la réponse avant d'avoir lu la question. La question est, est-il possible de refaire de l'immunothérapie plusieurs années après une première phase de traitement? Je ne sais pas, peut-être, je ne connais pas s'il y a eu des gens qui ont reçu de l'immunothérapie, qui ont été considérés comme guéris et qui ont rechuté plus tard et re-reçu de l'immunothérapie. Alors ça, je ne peux pas vous répondre. Alors une question, l'immunologie fonctionnera-t-elle à terme sur tous les cancers? Ben, c'est ce que j'espère. Peut-être dans 20 ans ou dans 30 ans ou dans 50 ans, on saura guérir la majorité des cancers avec l'immunothérapie, ce serait à souhaiter. On espère, on a encore beaucoup de choses à découvrir, mais la technologie va tellement vite maintenant qu'on fait des découvertes tous les jours et des fois il y a des grosses découvertes conceptuelles comme ces freins immunitaires qui arrivent et qui ouvrent un champ de perspective énorme nouveau. Je vous aurais fait ce webinaire en 2009.
Limite, j'avais honte de vous dire que ça fait 20 ans qu'on essaye et qu'on n'y arrive pas. Puis d'un seul coup, ben, il y a une grosse découverte et c'est 20% des patients de certains types de cancers qu'on arrive à guérir. Alors malheureusement, pas tous pour le moment. Je vois qu'il y a une question, qu'en est-il pour le cancer du sein? Et malheureusement, le cancer du sein répond peu à l'immunothérapie avec les checkpoint inhibitors. Alors, il existe différents types de cancer du sein. Pour certains, il y a des traitements qui ont été mis en place, mais pour d'autres types de cancer du sein, comme le cancer du sein triple négatif, il n'y a pas de traitement efficace. Et là, il faut encore qu'on travaille et qu'on arrive à trouver pourquoi ça ne marche pas chez ce type de patient. Donc, c'est à vous de voir avec votre médecin spécialiste qui sera capable de vous dire ce qu'il est possible pour tel ou tel type de cancer du sein. Mais malheureusement, l'immunothérapie marche peu pour ce type de cancer. Je crois qu'on aborde une question. Alors, je vois une autre question. La quantité de PDL1 est-elle un seuil minimum pour une efficacité? Alors, effectivement, il faut qu'il y ait du PDL1 qui bloque à la surface des cellules tumorales. Autrement, les anticorps anti-PDL1 ou anti-PD1, ils n'auront aucune efficacité. Sans doute, la cellule tumorale, elle inhibe le système immunitaire par un autre frein qu'on ne connaît pas encore ou qu'on vient d'identifier, qu'on essaye actuellement. Donc, ben ça, c'est des choses qui sont analysées, hein, généralement, la quantité de PDL1 et de PD1 dans la tumeur. Ils sont capables de faire des biopsies maintenant et d'analyser ça et de savoir avant même de vous traiter si… alors, l'idéal, c'est qu'il y ait beaucoup de PDL1 et de PD1 dans la tumeur, c'est-à-dire qu'il y ait des cellules tumorales, mais il y ait aussi des lymphocytes T qui soient déjà présents. Et si c'est dans le cancer du poumon, ben c'est déjà un super bon signe que si on vous donne de l'anti-PD1, ça va marcher. Par contre, si dans la biopsie, l'échantillon, on voit très peu de lymphocytes T ou on n'en voit pas, ben là, il y a peu de chances que ça marche. Et dans ce cas-là, il faut des nouveaux types de traitements qui permettent d'attirer les lymphocytes T dans les tumeurs. Et là, le checkpoint, il deviendra efficace, quoi. Donc, ok. On arrive je vois un témoignage d'une personne. Un témoignage. Ma fille de 17 ans a bénéficié d'immunothérapie par blinatumomab pour une leucémie lymphoblastique B. Elle devait être greffée et était en chimio résistante et sa maladie résiduelle est encore trop élevée pour permettre la greffe. Cette immunothérapie a permis de mettre la maladie résiduelle à zéro et à ma fille d'être greffée de moelle osseuse. Elle est aujourd'hui à J53 de sa greffe. Sans cette solution, peu d'alternatives de traitement. Donc, c'est un témoignage de traitement par immunothérapie là, qui permet de réduire assez la maladie pour pouvoir envisager un autre type de traitement, une greffe de moelle osseuse. Donc, ben voilà, on croise les doigts pour que ce traitement marche. Et ben, c'est en plein développement. Alors, il y a des cancers où ça marche mieux que d'autres. Donc, ben, faut continuer à soutenir la recherche aussi, à soutenir la Ligue contre le cancer, ou l'ARC, ou la Fondation pour la recherche médicale, parce que ben, ça prend énormément de temps, parce que vous voyez, pendant longtemps, ça n'a pas marché, puis d'un seul coup, ça se met à marcher, et puis on arrive à améliorer le traitement au fur et à mesure. Donc, il faut continuer la recherche. À terme des questions.
Ouais, j'ai aussi des félicitations, donc Oui. ça me va droit au cœur, donc je vous remercie parce que ça fait partie de ma mission de chercheur, euh, de, chercheur fonctionnaire employé par l'INSERM, de diffuser notre savoir et d'essayer d'expliquer comment marchent les choses. Alors, vous voyez, là, c'est l'immunothérapie du point de vue d'un chercheur qui essaye d'expliquer comment ça marche. Mais je sais que c'est frustrant, mais et même pour moi-même, je ne peux pas répondre à chaque cas particulier, mais au moins essayer de tenter de vous expliquer comment marchent les différents traitements. Mais c'est déjà, vous avez déjà répondu à beaucoup de questions, je pense, qui nous ont tous éclairés. Donc, vous avez beaucoup de remerciements. Je vois ça, donc merci beaucoup. Je vois que j'ai fait le tour des questions dans la discussion. Alors, je ne sais pas si. Alors, Dans la il y a question réponse Q&R aussi que j'avais pas eu, ouais, où il y a les mêmes questions en fait. Oui, Alors, je vous les ai posées en fait, donc il n'y a pas de souci. Normalement, on a fait le tour des questions. alors, il y a juste le RET que j'ai Ouais, pas. Je regarde ça reste anecdotique. Je ne saurais pas répondre à cette question. Voilà. Bon, Donc, voilà. merci beaucoup. Pour juste les spectateurs, donc je rappelle il sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube. Je vous enverrai le lien si jamais vous voulez le partager. Et en ce qui concerne nos prochaines webconférences, on n'a pas encore le programme défini pour le mois de septembre. Mais pareil, vous trouverez toutes les infos sur notre site internet ou sur les réseaux sociaux si vous nous suivez. Voilà, donc merci encore au docteur Jean-François Fontenot et à bientôt. Merci à tous les bénévoles de la Ligue aussi et les donateurs. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée. Au revoir.